Hello, welcome back dans Kitote, c'est le podcast d'une meuf de 26 ans, maman de deux enfants. Ça me fait trop rire parce que c'est vraiment un podcast à la cool. Genre, premier intro, j'étais avec mes locks pas coiffés. Deuxième, ça se voit que je suis. Parce que j'avais eu un anniversaire juste avant. Et là, je suis en vacances à la maison. Et j'ai mon petit bonnet, mon petit peignoir. Là, vous voyez pas, mais j'ai ma petite couette. Genre, je suis vraiment genre, en détente. Et c'est ça que je kiffe. C'est un espace familier, cocooning. Enfin, c'est mon espace, en tout cas à moi, que je décris comme ça. Pardon. Et c'est vraiment l'esprit que je veux pour ce podcast. Rien de sérieux, rien de travailler conventionnel, bien apprêté. Non, c'est on est là, on est en détente. Vous êtes là sur le chemin de l'école, du taf. Vous rentrez chez vous, vous allez au sport, n'importe quoi. On est là ensemble et on est juste là pour avoir un petit moment de réflexion, passer du bon temps, se poser des questions, avoir des points de vue et voilà quoi. Donc aujourd'hui, sujet assez difficile, entre guillemets. On va revenir sur le fait du pourquoi, du comment. Pourquoi je suis une personne comme je suis, donc solitaire, assez renfermée sur elle-même. Je pense que ce pod-là, soit j'en ferai plusieurs épisodes pour raconter les plusieurs étapes de ma vie, soit je vous en fais un archi long où je vous raconte tout. Donc à voir avec l'évolution du pod là d'aujourd'hui, comment je me sens par rapport au fait de parler de ce sujet-là, etc. Et comment ça se décante quoi. Alors, je suis née le 27 mai 1999 de mes deux parents. Bah ouais, ok ma belle. Félicitations pour cette nouvelle. Donc voilà, mon père, ma mère, qui s'aiment, qui s'aimaient. Donc mon enfance, j'ai eu une enfance entre guillemets classique, hein. J'avais ma grande sœur, mon petit frère. Ma mère, elle travaillait. Mon père, il jobait à droite à gauche. Mais c'était un père, genre vraiment. Mon père, il était là. Il nous a dégoûtés. Mais laisse tomber. Toujours à nous apprêter avant l'école. Euh, il était maniaque. Donc, merci papa pour les séquelles. Mais je peux vous dire que le lit était toujours fait au carré. Il mettait un point d'honneur sur le fait qu'on soit propre sur nous, toujours il nous recoiffait avant d'aller à l'école, genre vraiment un papa exemplaire, entre guillemets si je puis dire, sur ce niveau-là, genre vraiment c'était un papa, c'était un bon père. C'était un bon père, mais les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Mon père était battu. Mon père était battu lui quand il était petit, donc logiquement dans son fonctionnement, c'était la bonne manière d'éduquer ses enfants. Donc on a été battus un peu, beaucoup. En fait, je rigole parce que je sais pas trop. Moi, en soi, je m'en fous d'en parler entre guillemets parce que je suis je m'en foutiste. Mais en même temps, j'ai pas trop envie d'impliquer mon frère, ma soeur, moi. Enfin, eux plutôt. Mais bon, enfin, dans tous les cas, moi j'étais battue. Voilà, je parlais que de moi, comme ça sera plus simple. Moi j'étais battue. Je me suis retrouvée avec un poignet cassé en primaire. C'était pas des petites chatouilles, hein, c'était du lourd, voilà. Donc j'ai été battue et je pense que déjà ces premiers événements-là, ils ont fait que... Pourtant j'étais une enfant, j'adorais l'école, j'adorais mes copains, copines et tout, genre vraiment c'était... J'étais très scolaire, j'étais beaucoup dans les livres, vraiment j'étais une enfant comme ça, j'étais
pleine d'imagination, j'étais vraiment excellente à l'école. Je, je pense que c'était mon exutoire, mon échappatoire. Et du coup, je pense que déjà le fait que les personnes qui devaient représenter l'autorité, le confort, l'assurance, du fait que cette personne-là, enfin une des personnes qui devait représenter ça pour moi, elle me battait, du coup, ça m'a fait me crisper et me renfermer et ne plus trop avoir confiance. Donc je pense que déjà, à ce moment-là de ma vie, il y a un truc qui s'est débloqué le skin de me renfermer. Ça, c'est la première étape, je suppose, je pense, je crois. On a beaucoup de questionnements, mais on a beaucoup de faits aussi. En tout cas, dans ma manière de réfléchir et de m'exprimer, je mets un point d'honneur sur les choses que je pense être vraies et celles que je ne pense pas être vraies. Mais voilà, déjà ça. Ensuite, j'ai été rebattue. Enfin bref. Je... On va résoudre mon enfance à ça. Pas tous les jours, mais bref, j'ai été battue avec mon père. Ensuite, j'ai eu un beau-père aussi qui s'amusait, vraiment qui s'amusait à me casser la gueule. Voilà. Qui s'amusait à waouh, waouh, waouh. Bref. Ça aussi, ça m'a fait encore plus me renfermer parce qu'il y a encore une personne qui devait représenter l'autorité, l'assurance, le confort. Bref. Donc voilà. Ça a fait ça. Le fait aussi que avec ma mère, pendant cette période-là, j'ai perdu foi en elle, j'ai perdu confiance en elle. C'est une chose qui, ouais, en tant qu'enfant, quand sa maman, on ne peut pas compter sur elle, c'est un truc vraiment qui m'a brisée. Et ça aussi, ça a fait que je me suis encore plus renfermée sur moi, parce que je me suis dit, mais j'ai personne pour moi. Du moins, les deux personnes les plus importantes pour moi, elles sont pas là pour moi. Donc ça m'a fait... ouais, ça m'a fait me dire que, ouais, non, je peux pas compter sur eux, donc je ne peux que compter sur moi. Donc petit à petit, je me renfermais de plus en plus. Donc ouais, c'est ça qui a fait que je me suis créé toutes ces couches, toutes ces carapaces pour me protéger finalement, parce que j'ai toujours été blessée au final. Et ensuite est venue la période de l'adolescence, donc Dieu merci. Oui et non, genre on reverse, parce que oui et non, une pièce c'est deux faces. Dieu merci, je suis partie de chez ma mère à 14 ans, j'ai été vivre en Guadeloupe chez mon père. Même personne qui me battait, mais bon, je pense qu'à 14 ans, je me disais que ça, j'avais passé l'âge, genre il avait passé l'âge aussi. En vrai, il m'a plus frappé après, mais donc je me suis enfuie de chez ma mère pour aller vivre chez mon père en Guadeloupe. Et là, grosse claque encore, parce que malgré le fait que j'étais avec mon père, c'est tout. Mon père, je pense que euh, je ne sais même pas comment le décrire. Mon père était hyper actif, voilà. Il était à la maison, genre vraiment mon père une pile électrique. Donc donc cette chose-là a fait que lui, il avait déjà son mode de vie à lui parce qu'il avait toujours vécu seul après être allé s'installer en Guadeloupe. Genre j'avais 7 ans quand il est parti s'installer en Guadeloupe. Je suis revenue à 14 ans, donc 7 ans plus tard, mon père il avait ses habitudes. Moi je suis une collégienne lycéenne. Je suis à l'école, je rentre de l'école, enfin bref, je sors pas de chez moi à part pour aller à l'école. Donc mon père il avait ses habitudes. Et malgré le fait que je vivais avec lui, eh ben, je me retrouvais pas mal seule. Mon père n'avait pas de télé, il n'avait pas internet. Donc je peux me dire qu'au début, genre t'arrives là-bas à 14 ans, t'es déconnecté, j'avais pas de téléphone. Donc je me suis retrouvée encore seule avec moi-même. J'ai prétexté à mon père, mais en même temps c'était vrai, je lui ai prétexté que j'avais besoin d'une tablette pour faire mes devoirs, etc.
Il a fini par m'en acheter une. J'ai piqué le wifi de la voisine du dessous parce que forcément mon père n'avait pas de télé, donc pas de box, donc pas d'internet. J'ai piqué le code wifi de la voisine et c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper tout en étant seule. Donc j'étais beaucoup sur YouTube et c'est surtout à cette période-là de ma vie que j'ai vraiment perfectionné mon anglais parce que je regardais des vidéos que je ne comprenais pas, mais à force de prendre tous les accents des gens, etc., c'est quelque chose qui a forgé mon anglais, qui a perfectionné mon anglais, bref. Donc voilà, je m'occupais comme je pouvais. Je m'occupais comme je pouvais. J'ai ce souvenir là qui refait surface. Je mangeais avec un miroir en face de moi. Est-ce que c'est pas dingue? Genre aujourd'hui, là tout de suite, je le redis, genre j'ai la chair de poule parce que je trouve ça tellement triste. Je mangeais avec un miroir en face de moi pour avoir de la compagnie. Hein. Et je pense que cette solitude-là aussi a fait que j'ai débloqué euh, un petit côté narcissique parce que j'avais que moi. Je mangeais avec mon reflet des fois et du coup, le fait d'être seule, eh ben, je me mettais face à cette solitude, face à moi et c'est pas pour dire narcissique dans le sens où mon image doit être parfaite, etc. Mais c'est un truc miroir, miroir. Genre, j'ai. Vous voyez mes miroirs là, eux? Enfin, genre, j'ai un mur rempli de miroirs, genre une façade grande comme ça de miroirs. C'est. Bref, j'avais besoin de cette réflexion, j'avais besoin de me voir. C'est très contradictoire, hein. Je suis seule, mais j'avais besoin de me voir pour voir ma présence, donc ne plus être seule. Bref, voilà. C'est. Ouais. Et donc, ouais, le fait de m'occuper seule, mais tout avec mon reflet, c'était une manière de faire face à cette solitude. Après, j'ai eu des copines, hein, bien évidemment, mais moi, mon père, 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'avais trop chaud de demander de sortir. Bon, j'ai fait des sorties quand même, hein, faut pas abuser, mais j'avais chaud de sortir, chaud de lui demander un peu. Et après, cette solitude-là aussi, elle est venue parce que j'avais plus de contact avec ma famille, donc avec ma mère, mon frère et ma soeur. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont continué à me faire me créer des carapaces. Je suis revenue en France à 16 ans et après, ben, il fallait réapprendre à connaître mon frère, ma soeur, ma mère et tout, parce que nos relations s'étaient un peu arrangées avec le temps avant que je revienne en France. Mais il fallait quand même refaire avec de vrais gens avec qui tu vis continuellement dans la même maison, dans la même chambre. Parce que je suis passée du tout avec eux quand j'étais plus jeune à rien pendant 2 ans et demi. Et après, revenir au moment de l'adolescence et tout. Enfin, voilà, donc c'était assez compliqué à vivre, à réapprendre à vivre. Et finalement, bah, cette solitude, elle s'est forgée, j'ai continué de la forger. Et je vais faire un petit saut dans le temps, hein. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, étant donné que j'ai tellement été blessée par le passé, et même là encore récemment, mais c'est pas le sujet, je pense que j'en ferai une autre vidéo. Il faut pas que je me mette à pleurer parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Mais en fait, cette solitude, ça a tellement été la seule chose à laquelle j'ai pu me raccrocher parce que j'avais plus envie de faire confiance. Je ne pouvais plus faire confiance. J'ai dû me raccrocher à ça et c'était le seul truc que j'avais pour moi et que je savais qu'il n'allait pas partir et ne pas me décevoir. Parce que les relations humaines, c'est
c'est très dur dans le sens où tu peux rencontrer quelqu'un, tu t'attaches tellement à cette personne, vous avez une bonne relation et du jour au lendemain, plus rien. Tu crées des liens, tu crées des affinités, il y a un attachement qui grandit, tu vois. Il y a un attachement qui grandit et il suffit que du jour au lendemain, il y ait un événement qui fasse que c'est terminé. Ben, tu te retrouves avec ta solitude et tu es obligé de recomposer avec elle, la retrouver et vivre avec elle. Donc la solitude, ça a longtemps été ma seule alliée dans un monde où, malgré le fait que j'essaie de faire des connexions, de créer du lien avec des gens, ça a été la seule qui était là pour moi et qui ne m'a pas déçue, entre guillemets, parce que c'est pas une personne, donc j'attendais rien d'elle en retour. C'était juste un espace là pour moi toute seule. Putain, c'est trop dur de mettre des... Et là, je vous jure, genre, j'ai jamais mis de mots comme ça sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais, parce que quand on vit des traumatismes, notre cerveau, il fait un truc, c'est qu'il parque ces traumatismes-là quelque part dans nos têtes. Enfin, des événements traumatisants, il les parque quelque part dans nos têtes. Et on continue de vivre comme si il ne s'était rien passé. Et c'est pas quelque chose dont je parle souvent, c'est pas quelque chose que je me remémore. Et du coup, là, aujourd'hui, à 26 ans, bientôt 27 ans, je remets des mots comme ça dessus. C'est, c'est frustrant. C'est frustrant parce que, avec l'âge, je me rends compte que c'est pas des trucs normaux et c'est pas, c'est pas des trucs que j'étais censée vivre, que j'estime ne pas devoir vivre. En fait, je me dis juste que pourquoi avoir vécu ça? Genre, je pouvais pas avoir une vie normale comme tout le monde. Du coup, et quand je vous dis que des fois je pleure, hier encore j'étais en train de pleurer parce que il y a d'heureux événements qui arrivent en 2026 pour moi, mais à pleurer c'est important. Il faut extérioriser parce que son corps après somatise et ça c'est pas bon. Mais tout ça pour dire que oui, la solitude ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie et qui m'a tenu la main. C'est trop, c'est trop triste. Genre dire que la solitude elle m'a tenu la main. La drama queen en pleine action. Et la solitude, elle m'a toujours tenu la main, elle m'a toujours accompagnée dans ma vie. Et elle a toujours été présente avec moi. C'était... c'est Mago. C'est Mago. Donc, ouais. Et pourtant, aujourd'hui, je suis adulte, donc je me fais des potes, etc. Je sors quand j'en ai l'occasion. Et malgré tout, je pense que j'ai tellement été matrixée par ce fait d'être déçue par autrui que je me sens mieux quand je suis seule et quand je suis chez moi. Parce que j'ai pas constamment envie d'avoir un ami, quelque chose avec moi. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, je veux juste avoir mon mec avec moi, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, à la fois, cette solitude-là bénéfique
mais en même temps, je reste humaine. Et comme j'ai dit dans mon précédent podcast, la solitude, ça c'est bien fait, mais ça aussi c'est méfait. Parce que l'être humain n'est pas fait pour rester seul. Donc j'aspire à avoir un mari, un husband, à qui je pourrais raconter mes journées et du coup ne plus être seule constamment. Voilà. Donc du coup, c'était quoi le sujet déjà? On était censé parler de pourquoi je suis quelqu'un de solitaire. Voilà. Ça fait 20 minutes que je parle en même temps, donc j'ai le droit d'oublier. Ouais, donc c'est tout ça qui fait que je suis quelqu'un de solitaire, malgré que, attention, moi, je suis extravertie, mais tranquille. Je suis une extravertie tranquille. Je m'adapte aux situations, à l'environnement, etc. Et quand on apprend, quand je pense que je peux te faire confiance, on enlève les couches. On enlève les couches et je suis quelqu'un de... Je suis pas compliquée, je suis simple, je suis grave cool. J'ai un humour zéro. Genre vraiment, je me dis pipi caca. Je rigole quoi. Genre vraiment, donc... mais par peur de souffrir, eh ben, je me protège avec toutes mes couches et mes carapaces. Donc c'est ce qui fait que je suis moi. I am me. Genre, le robinet des conneries il est ouvert. J'en dis des bêtises. Mais ouais, donc c'est ce qui fait que je suis une personne solitaire. Ouais, c'est ce qui fait que je suis une personne solitaire. Et est-ce que ce trait de caractère va changer? Écoutez, à bientôt 27 ans, je pense que le projet est cuit. Je pense que c'est cuit. D'autant plus que un livre que j'ai lu, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, très bon livre de développement personnel, explique que des expériences vécues dans l'enfance créent des masques pour répondre à ces expériences. Bref, tout ça pour dire que les choses que j'ai vécues dans l'enfance m'ont fait développer certains aspects de ma personne et donc c'est des choses qui vont continuer dans ma vie adulte. Après, je sais comment y faire face pour faire tomber les masques. Voilà. Enfin, faire tomber mes masques. Mais je pense que il y a toujours une petite part de moi qui a peur de souffrir. Du coup, inconsciemment et pas de manière intentionnelle, je continuerai un peu à être solitaire parce que je peux compter que sur moi. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Un podcast bien plus long que les 2 premiers. Ça a été les montagnes russes. Faut savoir que moi, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Donc il suffit de ça. Il suffit de ça pour que je me mette à pleurer. Donc, voyez-moi comme un petit frère. S'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Je suis une madeleine. Et je me suis calmée parce qu'il y a quelques années, j'étais encore plus une madeleine que ça. Bref, dans tous les cas, ça m'a fait du bien de parler, d'ouvrir mon cœur. Oui, j'ai la ref de l'autre là. Meuf qu'on va ça. Toilette. Bref, il faut que je fasse attention à ce que je dise, à ce que je dis. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je sais pas où ce podcast va arriver. Peut-être qu'il tombera dans les oreilles de mes cadres au travail, qui sais-je, parce que le monde du travail, on va en parler. J'ai vraiment dévié. Bref, voilà, donc ça m'a fait du bien.
Je vous aime, même si je ne sais pas qui regarde, mais je vous aime. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast qui, j'espère, sera plus gai. Je ne sais pas quel sera le prochain sujet. Je pense qu'on va parler de dépression pour changer, pour avoir un sujet un peu plus cool et positif. Non, ouais, on va parler de dépression, je pense. Prochain podcast, et ensuite, petit à petit, on va aller vers des événements un peu plus heureux. Là, je veux vraiment que vous ayez un socle avec des bases vraiment bien implantées pour comprendre à peu près le personnage, qui je suis, pourquoi, comment et tout, nanani, nanana. Et après, aller sur des sujets un peu plus... Comment on dit déjà? Des sujets un peu plus légers. Ouais. Un peu plus fun, un peu plus exotiques. Bref, des bisous. Bye.